Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet complexe qui fait très souvent polémique et dans lequel je vais tenter d'apporter non une réponse mais au moins quelques éléments. Doit-on séparer l'auteur de son œuvre ? Alors je vous ai dit ça va être compliqué et on va commencer par définir une chose, qui est l'auteur ? Parfois, la question ne se pose pas. Il n'y a qu'un seul auteur et il est bien identifié. Genre un bouquin écrit par un auteur ou une chanson écrite, composée, arrangée par un chanteur. Coucou, c'est de lui ou d'elle qu'on parle. Parfois, c'est une œuvre collective, genre un opéra, un film. Un film, c'est le bordel. Il faut aujourd'hui des centaines d'artistes pour faire un film. Certains, bien sûr, sont moins impliqués que d'autres, mais chacun y prend sa part. Et c'est là que ça devient vraiment compliqué. Donc, commençons par le cas simple. Une œuvre, un auteur. Céline, Voyage au bout de la nuit. Orson Scott Card, La stratégie Ender. Victor Hugo, Les Misérables. Christine de Pisan, La Cité des Dames. J.K. Rowling, Harry Potter, etc., etc. Soyons clairs, on crée avec ce qu'on est. Orson Scott Card est mormon. Et bah croyez-moi qu'en lisant la tétralogie Ender, c'est assez facile à deviner. Hugo est socialiste, Pisan est féministe, etc., etc. Même lorsqu'on n'écrit pas un roman pour y défendre ses idées, mais simplement pour raconter une bonne histoire, je ne connais aucun auteur, aucune autrice, à aucune période de l'histoire qui ne se soit fait rattraper au moins un peu par ses convictions personnelles. C'est humain, c'est normal, et aussi c'est bien souvent un petit peu l'intérêt de l'œuvre en question. Après, il y a une différence entre Au hasard, le dernier jour d'un condamné, qui est clairement un plaidoyer contre la peine de mort présentée comme telle, et Notre-Dame de Paris, qui relève plus de la tragédie amoureuse sur fond de réflexion philosophique. Tout comme il y a un monde entre les fameux pamphlets antisémites de Céline et la stratégie Ender. Alors même que dans tous ces cas, on ressent des convictions fortes qui animent leurs auteurs, que ce soit clairement affiché ou beaucoup plus diffus. Mais pour autant moins impactant ? Pas sûr. Passons au cas compliqué. Plein de contributeurs, une seule œuvre. Ce qui veut dire la plus grande partie de la musique, mais aussi donc les films, les opéras, la BD, les ballets, les séries télé, le théâtre, le cirque, j'en passe. On se confronte dès lors à un tout autre dilemme. Tous les contributeurs à une œuvre n'adhèrent pas forcément aux mêmes convictions. Et un certain nombre d'entre eux auront un impact plus ou moins significatif sur l'ensemble de l'œuvre. Par là même, le contenu final va se nuancer, répondre à de nombreuses contraintes, et de là aussi les différentes mises en scène d'une pièce de théâtre, les director's cut et versions longues d'un film, etc. Mais aussi les reprises qu'un même groupe de musique peut faire de ses propres tubes, au gré de son évolution artistique et des membres qui peuvent le composer. À partir de là, il devient à peu près impossible de rattacher une personne spécifique à une œuvre unique, puisqu'on ne saura jamais précisément et dans quel degré les convictions de l'un ou de l'autre ont teinté cette œuvre. Et ce, même quand on croit en avoir une assez bonne idée. Je fais un petit détour rapide par le cas des Yes Men, car c'est un cas qu'on utilise souvent pour justifier la distinction entre l'œuvre et son auteur. Cependant, il est bon de se souvenir que même une œuvre de pur divertissement porte, qu'elle le veuille ou non, un message. Que celui-ci soit l'œuvre d'une personne ou d'un collectif, qu'il a été pensé ou non, il existe. Si vous n'y prenez pas garde, il peut même teinter votre vision du monde, que ce soit un message lambda, répété par une grande partie de ces œuvres de pur divertissement. Certains sont positifs et on peut tout à fait les laisser nous imprégner, comme sois le héros de ta propre histoire, garde espoir, ne juge pas quelqu'un avant de le connaître. D'autres sont plus insidieux, moins positifs, et pour certains vraiment problématiques. Et maintenant qu'on a dit ça, la conclusion est simple, on ne doit rien. On a le choix. La question n'est pas de savoir si on doit séparer un auteur de son œuvre ou des auteurs de leur œuvre. Ils sont, de fait, irrémédiablement liés, au moins dans leur origine. Sauf qu'une œuvre, et ça les artistes le savent bien, cesse d'appartenir pleinement à son créateur à l'instant où elle est dévoilée au public. Parce que ce public est constitué d'individus conscients, c'est fou, qui vont se l'approprier, en choisir des lectures qui leur conviennent et les interprétations dont ils ont besoin, chacun individuellement, au moment où ils en sont dans leur vie. Vous êtes
l'un de ces individus conscients. Vous avez le pouvoir de choisir, et en particulier de choisir ce que vous laissez rentrer dans votre tête, et de ce que vous laissez influencer votre vision du monde. Quant à quel choix faire, je n'ai pas de réponse absolue à apporter. Si le boycott est pour vous un moyen d'expression de vos convictions, libre à vous d'en user à bon escient, tant que vous vous contentez d'appeler les autres à un éventuel boycott, sans pour autant le leur imposer, ou les juger sur ce choix. Si vous pensez que c'est inutile, que c'est pas pour ça que vous êtes là, et que vous voulez simplement passer un bon moment, c'est aussi une option. Je ne suis pas pour la censure, car elle a été trop de fois retournée contre la liberté d'expression, comme dans le cas du Déserteur de Boris Vian. Il est assez rare que je me targue d'un avis personnel dans les questions de fiction, au lieu de proposer une analyse ou des données linguistiques et ou historiques, mais je doute qu'on puisse se forger un esprit critique en ne se confrontant qu'à des œuvres dont on adhère pleinement aux propos de fond. Car le temps de l'art nous permet un recul que nous n'aurons pas forcément lors d'un débat sur le vif. Lire certains auteurs, regarder certains films, écouter certaines chansons m'a permis de me dire « Non, je peux pas être d'accord avec ça. Je peux pas tolérer ça. Ai-je pour autant jeté ces livres, ces DVD, ces albums ? Je dis pas que ça m'a pas effleuré, mais non. Ils m'ont poussé à m'interroger sur moi-même et sur ma propre vision du monde et de mes valeurs. De même, on peut aimer une œuvre et reconnaître ses imperfections et éventuellement le côté problématique de certaines de ses réflexions ou représentations. Et dire vrai, c'est même très utile, parce que ça nous apprend à composer avec d'autres visions du monde, qui ne sont pas les nôtres, et qui parfois nous interpellent, nous dérangent, voire nous choquent, mais qui existent et par lesquels des gens vivent. Finalement, le plus important est de toujours utiliser et affûter son esprit critique, et sa capacité à prendre du recul sur les situations qui nous sont présentées, tout en appréciant sincèrement la passion et le sens artistique du ou des créateurs, sans jamais tomber dans l'illusion que l'un ou l'autre serait complètement séparé ou complètement indifférencié. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura apporté quelques pistes de réflexion sur le sujet. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis sur ce sujet assez épineux, il faut bien le dire, mais aussi si vous avez envie que je traite certains sujets en question de fiction, vous pouvez me les proposer dans les commentaires. J'ai vu que vous étiez beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne, alors bienvenue à tous et à toutes. Moi ça me motive beaucoup à proposer du contenu plus régulièrement aussi. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, en question de fiction, peut-être une musique. Bye!